Donc, le numéro 1 du laboratoire, ça dit ceci. Donc, faire un programme qui affiche Bonjour le monde dans différents contrôles à l'appui d'un bouton. Donc, la police de caractère ainsi que sa grosseur doit être différente de celui par défaut. L'intitulé de la fenêtre doit être Laboratoire 5, numéro 1, et je veux que vous affichiez Bonjour le monde dans une zone de texte, une étiquette et une boîte de messages. Donc, on va faire ça. Donc, pour débuter un projet, on va prendre le projet base.zip que vous avez downloadé du Google Drive et on va extraire le fichier. Donc, bouton droit dessus et faire extraire tout. Ensuite, on va extraire tout ça sur le bureau. Donc, après l'extraction, vous allez avoir un répertoire qui s'appelle projet base disponible sur le bureau. Donc, vous allez renommer ce répertoire-là. Donc, bouton droit dessus, renommer, et vous allez mettre, par exemple, votre nom. Donc, Guillaume, au lieu de mon cas, et je vais le nommer 5.1 parce qu'on fait le numéro 1 du laboratoire 5. Voilà. Donc, quand le répertoire est renommé, c'est important de le renommer pour s'identifier parce que vous allez m'envoyer des fichiers par Internet. Si tout le monde a laboratoire 5.1, je n'arriverai pas à vous retrouver. Donc, c'est important de mettre son nom à certaines places pour que je puisse vous retrouver plus facilement. Donc, oui, Ali, tu as une question? Donc, Ali, OK, tu n'as pas compris où aller. Donc, est-ce que tu es allé, j'ai mis dans le chat, dans la fenêtre de chat, un lien Google Drive. Donc, si on copie ce lien-là, on s'en va sur Internet. Donc, on vient et on accède au Google Drive. Vous allez avoir tout ceci. Donc, ensuite, on va dans Laboratoire 5. Donc, dans le répertoire laboratoire, il va y avoir un répertoire qui s'appelle Laboratoire 5 avec, bon, premièrement, il y a les solutions pour ceux qui n'auraient pas raté quelque chose ou quoi que ce soit ou qui seraient curieux de voir les solutions. Il y a les solutions déjà disponibles, mais il y a des fichiers importants ici, donc lab5.pdf, préfixe.pdf, projet base, donc c'est ça ici que tu veux. Donc, tu downloads ça. Donc, pour downloader ça, tu cliques bouton droit dessus et tu fais télécharger. Télécharger, oui, voilà. Donc, tu fais télécharger. Ça va downloader le projet de base. Et ensuite, tu vas pouvoir l'extraire. D'accord? Est-ce que tu as compris maintenant, Ali? Parfait. Donc, voilà. Moi, je l'avais déjà downloadé. Donc, moi, il était déjà sur mon bureau. Donc, je vous recommande pour les prochains labs de le downloader d'avance pour pouvoir l'avoir avant le début du lab. Voilà. Donc, maintenant que ça c'est fait, on a créé notre répertoire. Donc, on s'en va dans le projet de base et on ouvre le fichier projetbase.sln. Donc, ça va ouvrir Visual Studio avec notre projet de base. Donc, avant de faire quoi que ce soit, on va tester si ça fonctionne. Donc, premièrement, on peut aller dans l'explorateur de solutions. Donc, l'explorateur de solutions, si jamais vous ne le voyez pas, vous faites affichage explorateur de solutions pour le faire apparaître. Donc, si vous ne le voyez pas, vous pouvez le faire apparaître comme ça. Donc, vous allez dans Fichier d'en-tête et vous double-cliquez sur form1.h. Ça devrait vous faire apparaître une feuille que vous pouvez agrandir et rapetisser. Et avant même de procéder à quoi que ce soit d'autre, on va compiler. Donc, on va démarrer le compilateur et on va s'assurer que ça fonctionne. Donc, normalement, ça devrait compiler et vous devriez avoir une fenêtre qui apparaît, et qui est déjà fonctionnelle. Donc, le bouton pour abaisser la fenêtre fonctionne, le bouton pour l'agrandir aussi fonctionne et le bouton X fonctionne. Donc, si jamais ça ne marche pas à la compilation, il y a plusieurs raisons qui peuvent causer le fait que ça ne marche pas. Premièrement, les antivirus, je vous recommande de les désactiver le temps que vous programmez parce qu'on n'a pas signé l'exécutable de nos programmes et ça peut causer des troubles avec certains antivirus. Donc, si jamais vous avez un trouble, votre antivirus chiale lorsque vous compilez, désactivez-le le temps que vous travaillez. La deuxième raison pour laquelle ça pourrait ne pas fonctionner, c'est que vous avez mal installé Visual Studio lorsque vous l'avez installé. Donc, pour s'assurer que c'est bien installé et qu'il y a tous les modules de Visual Studio nécessaires, vous allez aller dans le menu Outils. Vous allez cliquer sur le bouton Obtenir les outils et fonctionnalités. Windows va vous demander la permission. Vous dites oui. Et vous devriez voir une fenêtre apparaître dans pas long qui ressemble à celle-ci. Bon. Là, mon Visual Studio, il y a une mise à jour qui s'est faite
entre le cours maintenant et le cours de tout à l'heure. Donc, en théorie, il faudrait que je le mette à jour. Mais, donc, je vais le faire. Ça ne devrait pas être super long, hein. Malgré que les serveurs de Microsoft sont longs. Désolé pour ce petit délai. Donc là, j'ai une question de Ali. C'est normal si ça donne form1.cpp. Oui, vous allez avoir form1.cpp si vous allez dans les fichiers sources dans l'explorateur de solutions. Il ne faut pas aller dans les fichiers sources de l'explorateur de solutions. Il faut aller dans les fichiers d'entête pour avoir form1.h. Et là, on double-clique sur form1.h et là, vous allez avoir ce que moi j'ai. Est-ce que ça va répondre à ta question, Ali? Parfait. Donc, est-ce que mon Visual Studio s'est mis à jour? Oui, c'est mis à jour. Donc, voilà. Donc, normalement, quand vous allez dans le menu Outils, obtenir les outils et fonctionnalités, vous répondez oui à Windows, vous allez avoir un menu qui ressemble à celui-ci. OK? Et dans ce menu-là, ça va être important de cocher, OK, les deux premiers choix qu'on a ici. Donc, cocher développement.net desktop, il faut que ça soit coché, et cocher développement desktop en C++, il faut que ça soit coché. Donc, si vous avez ces deux choses-là, normalement, tout devrait bien fonctionner. Donc, je vois que Cédric a une question. Donc, à toi, Cédric. N'oublie pas d'enlever le muet de ton micro. Oui, il n'y a aucune chose qui est écrit quand je m'en vais dans forme 1.h. Pardon, j'ai pas compris, excuse-moi. Ça me dit, quand je vais dans forme 1.h, impossible d'afficher le concept pour ce fichier, car aucune des clauses qui le contiennent ne peut être créée. Le concepteur a expliqué les clauses suivantes dans un fichier forme 1. OK, donc ton erreur doit venir du fait que tu n'as pas toutes les fonctionnalités ici. Donc, assure-toi d'aller dans Outils, obtenir des fonctionnalités, et là, assure-toi d'avoir coché, OK, les deux premiers ici, là. Est-ce que tu vois ce que je vois à mon écran, là? Oui. Est-ce que tu as coché les deux? Je vais voir ça. Non, il manquait le premier. Donc, voilà. Donc, ça va prendre un certain temps d'enloader. Donc, en attendant, je t'invite à suivre. Puis ensuite, tu pourras l'utiliser quand ça sera downloadé. Ça va? Parfait, merci. Parfait. Donc, tu peux fermer ton micro et baisser ta main. Donc, maintenant qu'on a ça de fait, hein, les débuts sont réglés. Donc maintenant, le but du lab, c'était vraiment, du numéro, je veux dire, c'était vraiment d'afficher Bonjour le monde dans deux contrôles différents. Donc, on va faire apparaître la boîte à outils. Donc, la boîte à outils, elle est à droite. Hein, ici, vous devriez voir un onglet qui s'appelle Boîte à outils. Si jamais vous ne le voyez pas, la boîte à outils se situe dans le menu Affichage, puis vous pouvez faire Boîte à outils, que je le retrouve. Donc, oups. Il y a plein de monde qui se déconnecte et qui se connecte. Vous avez des problèmes de connexion. Donc, vous allez dans Boîte à outils ici. Vous pouvez la faire afficher dans le menu Affichage. Okay? Donc, dans la boîte à outils, il y a plusieurs façons de classer les contrôles. Hein. On peut les classer par catégorie. Moi, ce que j'aime bien, c'est d'aller en haut de la boîte à outils, cliquer sur tous les Windows Forms pour les voir tous. Donc, en les voyant tous, ils sont classés en ordre alphabétique. Donc, c'est plus facile de les trouver, ce qu'on a de besoin. D'accord? Donc, nous, on veut ajouter une étiquette et une zone de texte. Donc, une étiquette en anglais, ça s'appelle textbox. Donc, textbox, c'est dans les T. Et on descend, on prend la textbox et on la glisse sur la forme. Donc, une textbox va apparaître. Ensuite, on voulait aussi une étiquette. Donc, on va aller dans la boîte à outils, trouver les étiquettes. Donc, les étiquettes en anglais, ça s'appelle un label. Donc, on prend un label et on le glisse sur la boîte, sur la forme. Voilà. Donc, on a un label en haut et une zone de texte en bas. Donc, ensuite, comme j'expliquais en théorie, le plus important sera de nommer nos contrôles. OK? Donc, on veut les nommer selon les préfixes. Donc, on va aller voir les préfixes. Hein, j'en ai déjà parlé en théorie. Donc, les préfixes pour une zone de texte, c'est TXT.
Et le préfixe pour un label, c'est LBL. Donc ça, les préfixes, ils sont tous dans le fichier préfixe.pdf. Si jamais vous les cherchez, c'est disponible sur le Google Drive. Donc, maintenant qu'on sait les préfixes, on sélectionne notre premier contrôle. Donc, on va sélectionner la zone de texte. On va aller chercher les propriétés. Donc, la fenêtre de propriété, c'est aussi à droite. Vous avez une fenêtre propriété. Donc, vous avez toutes les propriétés du textbox. Comment je sais que c'est le textbox? C'est qu'en haut de la fenêtre de propriété, c'est marqué textbox 1. OK? On veut changer son nom. Donc, pour changer son nom, on monte tout en haut. Et la première propriété dans la liste des propriétés, c'est toujours la propriété nom, name. Donc, on va la nommer. Donc, on va la nommer TXT, hein, ça prend le préfixe. Et je vais l'appeler bonjour parce qu'elle va nous servir à afficher bonjour le monde. Ensuite, je vais faire exactement la même chose, mais pour le label cette fois-ci. Donc, je vais aller cliquer sur le label, obtenir la fenêtre de propriété, aller changer le nom pour LBL et je vais aussi l'appeler bonjour parce qu'elle va me servir à afficher bonjour le monde. Donc, je vois que Cédric, tu as une question. Donc, si vous n'avez pas la fenêtre propriété, donc c'est la question sur le chat. Donc, si jamais vous n'avez pas la fenêtre propriété, donc ça se peut que vous ne l'ayez pas à droite, par exemple ici, hein, je vais la fermer, donc elle n'est plus là. Pour la retrouver, vous allez dans Affichage, et là, la fenêtre de propriété, elle n'est pas disponible directement dans Affichage, elle est disponible dans Autres fenêtres. OK? Donc, dans Autres fenêtres, vous allez avoir la fenêtre des propriétés ici. Donc, ou plus simple encore, vous appuyez sur la touche F4 et ça va la faire apparaître. Est-ce que ça répond à ta question, Cédric? Oui, parfait. Excellent. Donc, est-ce que tout le monde a réussi à trouver les fenêtres de propriété et est-ce que tout le monde a réussi à renommer la zone de texte? Moi, je l'ai nommé TXT bonjour et le label, moi, je l'ai renommé LBL bonjour. Donc, tout le monde a réussi? Oui? Pas de questions jusqu'à maintenant? Excellent. Donc, ensuite, on va aller explorer un petit peu les propriétés. Donc, on va sélectionner, par exemple, notre label et on va aller lire certaines des propriétés. Je vais agrandir un petit peu la fenêtre de propriété et, bon, comme je disais tout à l'heure, la première propriété, c'est la propriété name. Ça va toujours être la première. Mais il y en a un paquet d'autres aussi qu'on va utiliser. Il y en a quelques-unes intéressantes. Je vais vous en présenter quelques-unes, mais vous pourrez jouer avec, là, en temps et lieu, là, quand vous aurez du temps, essayer les propriétés pour voir ce que ça fait. Donc, une des propriétés intéressantes, ça va être la propriété back color. Donc, la propriété back color, c'est une couleur et c'est une propriété dépliable, hein, multiple. Donc, vous avez un petit bouton ici là, avec un petit symbole là, de flèche vers le bas. Vous cliquez dessus et vous allez avoir les couleurs qu'on dit système. Donc, les couleurs système, ce sont des couleurs qui viennent directement de Windows. Okay? Donc, ce sont des couleurs qui sont déterminées par le thème que vous avez dans votre système d'exploitation. Donc, dans Windows, si jamais vous avez un thème, les couleurs ici vont changer. Donc, ça veut dire que les couleurs de votre fenêtre vont changer selon le thème que vous avez. Vous avez aussi un autre onglet ici, Web. Donc, ce sont les couleurs Web. Donc, ce sont des couleurs compatibles avec les pages Web. Donc, si jamais vous faites votre application et que vous voulez faire une seconde version de votre application pour, par exemple, sur une page Web, bien, utilisez ce genre de couleurs-là. Comme ça, vous aurez exactement les mêmes couleurs sur l'application comme sur la page Web. Ensuite, vous avez personnalisé ou vous avez des couleurs plus classiques. Donc, par exemple, je pourrais mettre, je ne sais pas moi, vert pâle. OK? Donc, on voit que la propriété backcolor, quand je la change, ça vient directement changer le fond de mon label. OK? Donc, backcolor, ça change le fond. OK? Donc, ensuite, il y a la propriété qui s'appelle font. Font, hein, en français, c'est police. Donc, ça sert à changer tout ce qui a rapport aux polices. Donc, vous allez voir que c'est une police, que c'est une propriété, pardon, multiple parce qu'il y a un petit plus ici à gauche du nom de la propriété. Donc, si je clique dessus, je peux avoir un paquet d'autres propriétés. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est que ce genre de propriétés-là viennent avec une fenêtre de configuration. Donc, si vous allez cliquer hein, sur la fonte et que vous cliquez sur le petit bouton avec trois petits points à droite ici, là, où j'ai mon curseur de souris, vous cliquez dessus, ça fait apparaître une fenêtre qui vous permet de vraiment changer toutes les propriétés qui ont rapport avec la police de caractère du label. Donc là, je vais mettre par exemple comics sans MS, je vais le mettre en gras, je vais grossir à 24 le texte et je vais le souligner, par exemple.
Donc, si je clique sur OK, on voit que le label a changé, le texte a changé pour la bonne police et la bonne grosseur. Donc voilà, c'était la propriété font. Une autre propriété intéressante, c'est la propriété for_color. Donc, for_color, ça ressemble à back_color dans le sens où c'est une propriété qui contrôle les couleurs. Donc, vous avez encore une fois les couleurs système, les couleurs web et les couleurs personnalisées. Et cette fois-ci, si je mets rouge, par exemple, on s'aperçoit que la propriété for_color permet de changer la couleur du texte du label. Donc, back_color, ça change le fond du label. For_color, ça change la couleur du texte. OK? Ensuite, une autre propriété assez intéressante et très utile, c'est la propriété qu'on dit texte. Donc, la propriété texte, ben, ça va être ça qui va déterminer quel texte va être affiché à l'intérieur du label. Donc, si j'efface ça et que je remplace par le texte qu'on désire afficher, donc, bonjour le monde, on va voir que le texte dans mon label va changer. Donc, est-ce que jusqu'à maintenant, ça va bien pour tout le monde? Donc, je ne vois pas de X rouge ou de main levée, donc je suppose que ça va bien pour pas mal tout le monde. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, oups, j'ai une main levée, donc oui, Benjamin. Oui, moi, j'ai pas tout ce qu'on voit pour form 1.h sur l'explorateur de solutions. Tu n'as pas ça ici, là? Dans le fond, j'ai l'explorateur de solutions, mais j'arrive pas à trouver form 1.h. C'est dans Fichier d'en-tête. Ouais, mais j'ai pas fichier dans la tête. Ça veut dire que tu n'as pas ouvert le bon fichier. Tu n'as pas ouvert projet base. OK, c'est bon. Est-ce que ça se peut? Je vais voir ça. Ou tu n'es pas dans l'explorateur de solutions? Est-ce que tu vois vraiment dépendance externe, fichier de ressources, fichier d'en-tête, fichier source? Moi, je vois projet base, debug, projet base.sln dans Non, l'explorateur. tu n'es pas dans l'explorateur de solutions, là. Oui, c'est explorateur de solutions qui est écrit. Affichage. OK, regarde, je vais fermer tout ça, là. Regardez tout le monde, si jamais ça vous arrive vous aussi, là. Donc, je ferme ça. Donc, je ferme Visual Studio. Je retourne sur mon bureau. OK? Et l'important, c'est d'ouvrir projetbase.sln. Donc, j'ouvre ça parce que je pense que tu as ouvert ton projet, mais d'une autre méthode. Ouais, c'est ça mon erreur. Donc, voilà. Donc, là, maintenant, mon explorateur de solutions, est-ce que tu vois bien form 1.h et tout ça? Benjamin, est-ce que tu vois bien form 1.h et tout ça, ton micro? Je vais voir à l'instant. OK. Une autre erreur, comme vous pouvez voir à mon écran, j'ai une erreur ici. Il n'arrive pas à générer la forme. Quand ça vous arrive, ça, fermez le design et réouvrez la forme 1.h. Donc, normalement, ça devrait corriger le problème. Donc, est-ce que, Benjamin, ça l'a réglé ton problème? Ça me dit avertissement de sécurité. J'appuie sur OK. Et ouais, c'est bon. Merci beaucoup. Excellent. Donc, tu peux baisser ta main et fermer ton micro. Anthony, tu as une question? Oui, c'est quoi la différence entre un label et un text form, un text box? Oh, attends un petit peu. Excuse-moi, mon Alexa a parti. Qu'est-ce que tu disais? C'est quoi la différence entre le label et le text box? OK, j'y arrive. Ça ne sera pas bien long. Je vais répondre à ta question dans 2 secondes. Ça marche? Oui. OK. Donc, maintenant qu'on a joué avec les propriétés du label, on va aller faire un peu la même chose pour le textbox. Donc, on clique sur le textbox et on va aller voir quelques propriétés intéressantes. Donc, comme le label, il y a la propriété back color. Donc, on se rappelle que ça change la couleur de fond. Moi, je l'ai mis bleu. On peut changer la police de caractère. On peut grossir, par exemple, à 18, etc. On peut changer le for_color. Donc, comme j'ai un fond bleu, je vais aller mettre le for_color à blanc. Donc, le texte va devenir blanc. Blanc sur bleu, ça paraît bien, etc. OK? Et une autre chose qui est importante, c'est la propriété de texte qu'on peut aller changer pour bonjour le monde. Voilà. Donc là, j'ai pas mal fait une bonne partie du numéro 1. On va répondre à la question d'Anthony. C'est quoi la différence entre un label et une zone de texte? Donc, si je démarre le programme,
Donc, mon programme est démarré. Donc, j'ai mon label, c'est bien. J'ai ma zone de texte, c'est bien. Donc, la différence entre un label, c'est qu'un label, le texte, il est fixe. L'utilisateur ne peut pas le changer. Même si je clique dessus, c'est impossible d'aller changer le texte. Par contre, une zone de texte, c'est possible pour moi d'effacer le texte et d'aller taper ce que je veux dedans. Donc, dans le fond, un label, ça va être pour afficher de l'information qui ne change pas, hein, que l'utilisateur ne pourra pas changer. Une zone de texte, ça va être pour demander à l'utilisateur de saisir quelque chose. Par exemple, si on voulait que l'utilisateur saisisse son nom, on aurait pu mettre, par exemple, à gauche ici, un label qui dit non et une zone de texte à droite pour que l'utilisateur puisse aller taper son nom. Okay? Donc, c'est vraiment la différence entre un label et une zone de texte. Donc, si on veut que l'utilisateur puisse changer le texte, ben, ça va être une zone de texte. Sinon, ben, ça va être un label. Donc, j'espère que ça répond à ta question, Anthony. Donc, voilà. Donc, sur ce, on va retourner dans le laboratoire tout simplement pour voir qu'est-ce qu'il nous reste à faire dans le numéro 1. Donc, j'ai déjà fait apparaître Bonjour le monde dans une zone de texte, c'est réglé. J'ai fait apparaître Bonjour le monde dans une étiquette, un label, c'est réglé. Maintenant, ce qu'il me reste à faire, hein, c'est de changer l'intitulé de la fenêtre pour laboratoire 5 numéro 1 et faire afficher Bonjour le monde dans une boîte de messages. Donc, deux choses qui me restent à faire. On va commencer par l'intitulé de la fenêtre. Donc, l'intitulé de la fenêtre, qu'est-ce que c'est? C'est ce qui apparaît ici en haut à gauche de ma fenêtre Windows. Donc, ici, là, pour l'instant, c'est form1.h. C'est ça l'intitulé de la fenêtre. Donc, si je veux changer ça, je vais m'arranger pour sélectionner la forme 1. Donc, on clique n'importe où sur la forme 1 tant que ce n'est pas sur un contrôle. Donc, je clique. J'ai forme 1 sélectionné. Et pour changer l'intitulé, on descend en bas et on change le texte de la forme 1 pour Labo 5 numéro 1, par exemple. Et ça va changer le titre en haut à gauche de la fenêtre. Donc, je vois que Nathan, tu as une question? Oui. Oui. Oui, dans le fond, dans l'énoncé du laboratoire, il est écrit qu'il faut afficher Bonjour le monde, mais c'est à l'aide de l'appui d'un bouton. Ah oui, on y arrive, c'est pour le message box. Ça. OK, c'est juste pour le message box. Oui. Je pensais qu'il fallait l'afficher dans un label à l'aide de l'appui d'un bouton, mais non. Ouais, bon, on aurait pu aussi si on voulait, mais on va le faire pour le message box. C'est bon, merci. Excellent. Donc, tu peux baisser ta main, oui, parfait, excellent. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'il reste à faire? Hein? J'ai changé l'intitulé. Donc, l'intitulé de la fenêtre, c'était en changeant la propriété texte de la forme 1. Et on va ajouter un bouton pour faire apparaître une boîte de messages. Donc, pour ajouter un bouton, on retourne dans la boîte à outils. On monte à bouton, hein, donc button en anglais. On le glisse sur la feuille. Donc, quand on vient de déposer un contrôle, la première chose qu'on doit faire, hein, ça doit devenir un réflexe. Dès qu'on dépose un contrôle, on le renomme. Donc, on monte en haut dans la propriété name et on va le renommer. Donc, le préfixe.bouton, vous pouvez le retrouver dans le fichier préfixe.pdf, mais je vais vous le dire, ça va aller plus vite. Donc, le préfixe.bouton, c'est BTN et je vais l'appeler bonjour parce qu'il va servir à faire afficher bonjour le monde encore une fois. Donc, je donne le nom BTN bonjour. Je vais grossir un petit peu la police de caractère, juste pour que tout le monde voit bien. Je vais aller changer le texte de mon bouton pour quelque chose du style « cliquez ici ». Voilà. Là, vous apercevez que je ne vois pas au complet le texte dans mon bouton, tout simplement parce que mon bouton n'est pas assez gros. Donc, si je grossis un petit peu mon bouton, je vais pouvoir voir tout le texte. Donc, est-ce que ça va pour tout le monde jusqu'à maintenant? Donc, on met un bouton, on le renomme, on modifie un peu le texte et on est in business. Donc, maintenant, il faut faire apparaître Bonjour le monde quand je clique sur un bouton. Donc là, ça m'en vient à vous parler des événements. Donc, le bouton, on peut lui associer des événements. Okay? D'où le nom programmation événementielle. Donc, dans mon bouton, je m'assure de l'avoir sélectionné. Je m'en vais dans la fenêtre de propriété. Et en haut de la fenêtre de propriété, j'ai deux choix. Hein. J'ai plusieurs icônes en haut de la fenêtre de propriété. Donc, les deux premières icônes, ils peuvent être utiles. Donc, la première icône, ça sert à classer les propriétés selon certaines catégories. Okay? Donc, on les classe par catégorie. La deuxième icône sert à classer les propriétés par ordre alphabétique. Donc, moi, personnellement, je préfère l'ordre alphabétique. Ça m'aide à trouver plus rapidement les différentes propriétés. La troisième icône, c'est l'icône pour faire afficher les propriétés. Donc, quand on clique dessus, les propriétés s'affichent.
La quatrième icône, c'est l'icône pour les événements. Donc, l'icône avec un éclair orange, c'est pour faire afficher tous les événements possibles pour un bouton. Donc là, on a une grande liste. Ce sont tous les événements qu'on peut associer au bouton. Donc, l'événement principal pour le bouton, le plus utile pour un bouton, c'est l'événement clic. Donc, c'est un événement qui va se déclencher quand je vais cliquer avec la souris sur le bouton. Donc, pour créer cet événement-là, c'est simple. Je m'en vais dans les événements, je sélectionne l'événement clic comme elle est à mon écran et je double-clique sur le nom de l'événement. Et là, je vais me retrouver dans du code. Du code qu'on va pouvoir modifier plus tard. Donc, le code, comment je fais pour me retrouver un petit peu dans ce code-là? Vous allez voir que dans le code en haut, il y a un paquet de code qui est déjà fait. Okay? Je ne vous demande pas de tout comprendre ce code-là. Ça va venir avec les années. Okay? Sachez que la plupart du code qu'il y a en haut de dièse, pragma and region, vous voyez ça ici, tout ce qui est en haut de ça, vous n'avez pas à le modifier. C'est l'éditeur de fenêtre qui le fait pour vous. Donc, quand vous ajoutez un bouton, quand vous changez la couleur, etc., en réalité, c'est du code qui change. OK? Donc, ça, c'est fait pour vous, ce code-là. En dessous de dièse, pragma and region, c'est du code que vous allez pouvoir modifier. Et le premier qu'on voit ici, c'est le code de l'événement clic du bouton bonjour. Donc, comment je fais pour le savoir, ça? C'est que je vois que c'est marqué clic. Donc, ça, c'est l'événement clic qui est associé au bouton bonjour. Okay? Et on voit que ça ressemble étrangement à une fonction. Hein? Donc, void, donc pas de retour, le nom de ma fonction, les paramètres de ma fonction. Donc, ça ressemble un peu à une fonction parce que c'est très proche d'une fonction. C'est un événement, dans le fond. Donc, ça, tout ce qu'il y a entre l'accolade ouvrante et l'accolade fermante ici, donc l'accolade fermante ici et l'accolade ouvrante ici, tout ce qu'il y a entre ça, c'est le code qui va s'exécuter quand je vais cliquer sur le bouton « Bonjour ». OK? Et là, moi, qu'est-ce que je voulais qu'il se passe quand je cliquais sur le bouton « Bonjour »? Je voulais qu'il apparaisse une boîte de messages. Donc, pour faire apparaître une boîte de messages, c'est le code suivant. Donc, c'est MessageBox, show, ouvre la parenthèse, ouvre les guillemets, tape le message qu'on veut qu'il apparaisse, ferme les guillemets, ferme la parenthèse, point virgule. Donc, ça, c'est le code. C'est disponible dans les acétates du cours, là, si jamais vous l'oubliez ou quoi que ce soit. Là. C'est le code qui permet de faire apparaître une boîte de messages. Donc, est-ce qu'il y a des questions jusqu'à maintenant? Donc, il n'y a pas l'air d'avoir de questions. Donc, si on démarre le code, voilà. Donc, j'ai mon code. Maintenant, j'ai mon bouton. Si je clique dessus, on se rappelle que j'ai associé tout à l'heure l'événement clic au bouton. Donc, il y a un événement. Donc, quand je vais cliquer dessus, qu'est-ce qui va se produire? Bien, tout le code de l'événement clic va s'effectuer ligne par ligne. Bon, là, il y a juste une ligne. Donc, ça va effectuer le code MessageBox, show, bonjour le monde. Donc, je clique dessus. Il y a une petite fenêtre qui apparaît. Ça, c'est ce qu'on appelle une boîte de messages. Donc, une boîte de messages, c'est une petite fenêtre comme ça. Vous l'avez sûrement déjà vu dans d'autres programmes. Et c'est une boîte de messages qu'on dit qui prend le contrôle. Okay? Donc, elle prend le contrôle du programme. Donc, si j'essaie de faire quoi que ce soit d'autre dans mon programme, je ne peux pas parce que la boîte de messages est ouverte. Okay? Quand je vais cliquer sur OK, là, je retrouve le contrôle de la forme de la feuille 1 de mon programme et je peux à nouveau taper ce que je veux ou faire quoi que ce soit. Donc, les boîtes de messages, c'est très, très utile pour faire apparaître des messages d'erreur. Généralement, quand il y a une erreur, on aimerait ça que l'utilisateur le lise le message d'erreur. Et on sait tous qu'on ne les lit pas vraiment, mais en les faisant apparaître à l'intérieur de MessageBox, l'utilisateur va avoir tendance à au moins peut-être lire ce que le MessageBox dit avant de cliquer OK. Donc là, j'ai une question de la part de Xulin, à savoir si on peut changer la grosseur du texte dans une MessageBox. Ben, oui. OK. Il y a aussi moyen de mettre autre chose qu'un bouton OK. On pourrait mettre un bouton oui, non, etc. Par contre, on ne verra pas comment le faire aujourd'hui. Donc, le lab d'aujourd'hui, c'est vraiment une introduction au code. Je ne veux pas trop le complexifier. Vous n'avez déjà beaucoup à apprendre aujourd'hui. Donc, oui, ça se fait. On va le voir un petit peu plus tard, mais pour l'instant, on va se contenter d'une message box avec un bouton OK et un texte de cette grosseur-là. Ça te va, Xulin? Parfait. Donc,
Maintenant qu'on a vu qu'est-ce qu'était un message box, on arrive à cliquer dessus, ça le fait apparaître, c'est bien beau. C'est ce qui complétait le numéro 1 du laboratoire. Donc, on a complété le numéro 1 du laboratoire. Maintenant, on va passer au numéro 2 du laboratoire. Donc, le numéro 2 du laboratoire, c'est faire un programme qui affiche l'image resist.jpg. Donc, resist.jpg, c'est une image que vous retrouviez sur le Google Drive. OK? Donc, c'est cette image-là ici. Donc, cette image-là ici. Je veux que vous la fassiez afficher dans votre programme. Donc, pour ce faire, il va falloir trouver quel contrôle qui peut afficher des images dans la boîte à outils. Donc, vous allez vous créer un nouveau projet. Donc, on ferme ce projet-là. OK? On prend projet base. On clique bouton droit dessus. On fait extraire tout. Ça l'extrait le projet. On prend le répertoire du projet extrait. On le renomme en notre nom. Et je vais mettre 5.2 parce qu'on va faire le numéro 2 du laboratoire 5. Et quand ça c'est fait, on est prêt à redémarrer le point SLN à l'intérieur. Et on est prêt à essayer de faire le numéro 2 du laboratoire. Donc, on rouvre la forme 1. Et là, le but sera de chercher quel contrôle va nous permettre d'afficher une image. Okay? Donc, on fouille dans la boîte à outils. Ça va pouvoir vous permettre de lire un peu les différents outils disponibles. Vous trouvez quel contrôle permet de faire afficher une image, vous le mettez et vous faites afficher l'image resist.jpg. Donc, je vais vous laisser, là, il est 16h04, donc je vous laisse 10 minutes. Donc, à 14, je vais revenir pour corriger avec vous. Donc, si entre-temps, vous avez des questions, vous pouvez lever la main ou écrire dans le chat. Je vais lire. Par contre, je vais juste aller aux toilettes, prendre un petit 2-3 minutes pour aller aux toilettes et je vous reviens dans pas long. Donc, à bientôt. Donc, pour faire apparaître la fenêtre de propriété, donc, moi, je l'ai ici, là, tu la vois ici. Donc, pour la faire apparaître, mettons que tu ne l'as vraiment pas, là, je vais tout fermer mes fenêtres. Donc, pour la faire apparaître, tu t'en vas dans Affichage, Autre fenêtre, Fenêtre Propriété. OK, merci. Tu cliques dessus et la fenêtre de propriété va apparaître. Même chose pour la boîte à outils. Si jamais vous la perdez, vous allez dans Affichage et vous trouvez Boîte à outils qui est juste ici. Et ça fait apparaître la boîte à outils. Donc, voilà. Donc, on va corriger le numéro 2. Donc, le numéro 2 était quand même simple. Tout le monde, je pense, qui ont trouvé qu'il y avait un contrôle assez important qui s'appelle le contrôle Picture Box. Donc, le contrôle Picture Box permet d'afficher des images. Donc, j'en prends un, je le mets sur ma feuille. Maintenant, quand on pose un contrôle, le réflexe qu'on doit avoir, c'est vraiment de renommer le contrôle. Donc, on s'en va dans la fenêtre de propriété, on renomme un contrôle, le contrôle Picture Box. Le préfixe d'un Picture Box est PIC et je vais l'appeler image. Et je tape n'importe comment, donc voilà. J'ai mis un O. Ça doit être la facile. Bon, pic image. Maintenant, la Picture Box a des propriétés elle aussi. Donc, on voit qu'il y a une propriété qui s'appelle image. Donc, on va cliquer sur la propriété image, aller cliquer sur les 3 petits points à droite. Ça va ouvrir une fenêtre qui nous permet d'aller choisir une image. Donc, je vais choisir resist.jpg que j'avais déjà mis sur mon bureau. Donc, voilà, l'image apparaît. Mais on s'aperçoit rapidement que l'image, on ne la voit pas parce que ma Picture Box, elle est trop petite. Donc, pour voir l'image au complet, 2 solutions. Hein. La première, c'est d'agrandir l'image suffisamment grande pour pouvoir voir l'image au complet. Bon, c'est le fun, mais tout d'un coup, moi, je voulais afficher une petite résistance de ce grosseur-là à cet endroit-là. Je suis mal pris. Donc, oui, je pourrais ouvrir Photoshop, regarder la grandeur de ma Picture Box ici, aller éditer l'image pour qu'elle soit de la même grandeur. Ça commence à devenir compliqué. Donc, pour éviter de faire ça, il y a une propriété, si on retourne dans les propriétés de l'image, il y a une propriété qui s'appelle Size Mode. Donc, la propriété Size Mode, présentement, elle est à normale, mais je peux la mettre à Stretch Image. Si je la mets à Stretch Image, la picture, hein, l'image, va s'ajuster à la grosseur de ma Picture Box. Okay? Donc, voilà. On a une belle petite image qui est une joke d'ingénieur électrique. Hein? Donc, voilà. Maintenant, si on va lire
le numéro 3. Donc, ça, c'était tout pour le numéro 2, hein, relativement simple. Par contre, le numéro 3, ça se corse. Le numéro 3 dit de modifier le programme précédent, donc modifier le numéro 2, pour que l'utilisateur puisse choisir l'image. Donc, au lieu que ce soit nous qui choisissons l'image, je veux que ce soit l'utilisateur du programme qui choisisse l'image. Et pour ce faire, je vous donne un indice. J'ai dit que ça va prendre le contrôle qui s'appelle Open File Dialog. Donc, ça prend ce contrôle-là. Donc, on va retourner dans Visual Studio. On va aller dans notre boîte à outils. On va aller trouver le contrôle qui s'appelle Open File Dialog, donc dans les hauts. Donc, il est ici. Je le prends et je le glisse sur la feuille. Mais je l'ai glissé ici, mais il n'apparaît pas. Parce que l'Open File Dialog, c'est un contrôle qui est invisible. Et les contrôles invisibles vont apparaître en bas, ici. Donc, voyez-vous, il est en bas ici. Donc, j'ai placé un contrôle. Réflexe que je dois avoir, c'est de renommer ce contrôle-là. Donc, je m'en vais dans la fenêtre de propriété. Je m'assure d'avoir choisi Open File Dialog pour savoir qu'est-ce qu'on a choisi. Ça apparaît en haut de la fenêtre des propriétés. Je vais dans la propriété nom et je renomme ceci. Je vais l'appeler OPN parce que OPN, c'est le préfixe pour un Open File Dialog. Je vais l'appeler image. OPN image. Il y a d'autres propriétés de l'Open File Dialog, mais on y reviendra dans les prochains cours. Pour l'instant, c'est tout ce qu'on a à faire avec l'Open File Dialog. Donc, pour pouvoir l'utiliser, ça va nous prendre aussi un bouton. Donc, on va aller ajouter un bouton. Donc, je monte en haut, je trouve bouton, je le glisse, j'ai placé un contrôle, j'ai le réflexe d'aller renommer le bouton, donc BTN, Go. Hein, peu importe le nom au final. Tant qu'on lui donne un nom significatif. Je vais aller grossir un petit peu le texte pour le fun. Ensuite, je vais changer le texte. Je vais l'appeler « Cliquer ici ». Je vais grossir le bouton pour qu'on arrive à voir tout le texte. Voilà. Donc, j'ai fait un bouton. Donc, avant d'aller plus loin, je vois que Ali, tu as une question. Oui, comme je disais au début du laboratoire, la vidéo va être enregistrée, mais seulement au moment où je fais la correction des exercices. Donc, il n'y aura pas tout le blabla et toute l'attente et tout ça, là. Donc, pour éviter d'avoir une vidéo de 3 heures, je vais enregistrer seulement quand je corrige les exercices ou que je réponds aux questions comme présentement. Donc, maintenant que j'ai un bouton, naturellement, je veux qu'il se passe de quoi quand je clique sur le bouton. Donc, il va falloir que je crée l'événement clic. Et deux façons de créer l'événement clic. Hein? Comme on a fait tout à l'heure en allant dans la fenêtre de propriété, en cliquant sur l'éclair pour voir les événements et en double-cliquant sur l'événement clic. Ou l'autre méthode, c'est de créer l'événement par défaut d'un contrôle. Donc, chaque contrôle a un événement qu'on dit par défaut. Et les événements par défaut, okay, vont être créés automatiquement lorsqu'on double-clique sur un contrôle. Donc, si je prends mon bouton ici et je double-clique dessus, je vais créer l'événement par défaut du bouton. Et l'événement par défaut du bouton, c'est l'événement clic. Donc, c'est une méthode plus rapide pour créer un événement sur des contrôles qu'on utilise souvent. Donc, généralement, sur les boutons, ça va être l'événement clic qui va nous intéresser. Donc, c'est elle, l'événement par défaut. Donc, maintenant que j'ai ça, j'ai le code de l'événement, donc je peux l'écrire dans l'accolade ouvrante et l'accolade fermante. Donc, je vais écrire le code qui est ici et je vous le donnais le code. Donc, si on retourne dans l'énoncé du lab, je vous donnais le code suivant. Okay? Donc, on va le copier ce code-là et le coller dans l'événement clic du bouton. Donc, je colle le code. OK? Donc là, on s'aperçoit de quelque chose. On s'aperçoit qu'il y a des erreurs. Donc, OPN image 1, c'est surligné en rouge, et PIC autre 1 aussi, c'est surligné en rouge. Donc, ça veut dire qu'il y a une erreur. Donc, l'erreur, elle est simple, relativement simple. OK? Je sais que j'ai un problème avec mon Open File Dialog. Pourquoi? Parce qu'il y a un préfixe. Donc, OPN, je sais que c'est un Open File Dialog. Il y a un problème avec. D'après vous, c'est quoi le problème? Est-ce que quelqu'un le voit, le problème? C'est juste image, pas image 1. Mais c'est pas leur nom. Exactement. Donc, je fais référence au nom. D'accord? Donc, OPN image 1, il n'existe pas. Parce que moi, mon Open File Dialog, je l'ai nommé, hein? Je l'ai nommé OPN image. Donc, il n'y a pas de 1. Donc, je vais enlever le 1 partout où j'ai OPN image 1. Voilà. Donc, j'ai corrigé une erreur. Et j'ai une autre erreur, hein? PIC autre. Je sais que c'est une picture box parce que ça commence par le préfixe
PIC. Et il y a une erreur. L'erreur vient du fait que je n'ai pas de picture box nommée autre 1. J'ai une picture box qui s'appelle image, si mon souvenir est bon. Donc, voilà. Donc, j'ai corrigé les erreurs. Donc, quand ça c'est corrigé, je vais démarrer mon programme. Donc, voilà. Donc, quand je vais cliquer sur le bouton, les lignes de code de l'événement vont se dérouler une par une. Donc, le premier événement qui va se dérouler, ça va être OPN, image, flèche, show dialogue. Donc, ça va faire apparaître une fenêtre. OK? Le reste du code, on va y revenir pour ce que ça signifie au prochain cours. OK? Là, je voyais que Nathan avait une question. Nathan? Dans le fond, j'ai une erreur. OK. Quand je pense, ça dit impossible de traiter le fichier form1.resx car il se trouve dans la zone Internet ou restreinte où il contient mark of the web. Pour traiter ces fichiers, supprimez mark of the web. OK. Ouais. Mark of the web. Ouais. Genre en anglais, ça, il y a des... OK. Mark of the web. Est-ce que tu saurais prendre un screenshot de l'erreur et me l'envoyer par courriel? Ouais. Mais je peux prendre une photo. Ou tu le prends en photo puis tu me l'envoies par courriel? Là, Je peux faire ça vite, vite. Ouais, ben écoute, je ne sais pas si je vais avoir le temps de trouver l'erreur là. Je ne la connais pas, cette erreur-là. Mais au pire, je suis pour l'instant ce que je fais. OK? Je crois que le problème vient de l'image, parce que c'est une image qui vient du web, donc peut-être qu'il faudrait, en tout cas. Ouais, mais j'ai pas d'antivirus. C'est pas ça le problème. Non, mais en tout cas, je vais essayer de trouver, mais au pire, suis avec moi, puis j'essaierai de faire des recherches, puis je t'enverrai la solution par courriel lorsque je l'aurai trouvé. Les autres numéros, il n'y a pas d'image, donc tu ne devrais pas avoir ce problème-là. OK. C'est bon? Oui. Parfait. Anthony, tu as une question? Ouais, j'ai aussi une erreur, mais c'est could not find file open file dialog 1. Oui. Parce qu'il faut, renommer ici le OPN partout. Tu as 3 places où il faut que tu le renommes. Ouais, mais c'est open file dialog 1 qui ne trouve pas. Les autres, je les ai changés. OK. Sais-tu quand tu cliques ici ou ça compile juste pas? Quand je clique dessus, ça me sort le programme avec un X. OK, ben c'est normal quand tu cliques dessus, là, regarde. Est-ce que ça fait ça ici? Là? Je clique dessus, je clique sur annuler, puis ça fait ça? Ben, ça fait ça avant de faire annuler. Attends. Est-ce que je peux share? Oui, tu peux sharer, mais attends un petit peu, il faut que j'arrête de sharer. Donc, tu pourras sharer l'écran. Donc, vas-y. Attends un peu. Il faut que je te donne le droit. Ce sera pas long. Vas-y. C'est-tu bon écran? Oui. Ouais. Ben, en tout cas, moi, je vois. Si je fais ça. Ah non, il te manque, je vois qu'il te manque une ligne de code. Donc, tu peux arrêter ton partage. Je vais te le montrer, la ligne de code. Ouais, je n'ai pas tout copié. Donc, il te manque la première ligne ici. C'est assez important. Ah, ok, ouais. Je l'avais pas vu, t'es caché. C'est bon? Oui, merci. De rien. OK, donc, maintenant, quand je démarre mon programme, je clique ici. Il y a une fenêtre qui apparaît. Donc, ça, là, la fenêtre que vous voyez là, c'est ça, l'Open File Dialog. Donc, c'est une fenêtre qui vient du système d'exploitation, dans mon cas, Windows 10. Donc, si vous avez un autre Windows, ça se peut que la fenêtre soit différente. Si vous êtes sur macOS, ça sera le Finder, etc. Donc, soyez pas inquiets là, si la fenêtre est différente de la mienne. Donc, on va trouver une image autre. Donc, je vais prendre, par exemple, le petit oiseau ici. Et voilà, l'image change pour le petit oiseau. Mais là, vous allez me dire, ouais, mais il y a des bugs dans ton truc parce que je peux prendre autre chose qu'une image. Je peux prendre un PDF puis cliquer ouvrir. Et là, oups, ça plante parce qu'un PDF, ce n'est pas vraiment une image. Donc, c'est impossible de charger un PDF dans une image. Donc, oui, il y a encore des bugs. On va voir comment corriger ces bugs-là au fur et à mesure que la session va avancer. Pour l'instant, vous n'avez pas les connaissances pour le régler, mais ça va venir. OK? Donc, inquiétez-vous pas, là, oui, il y a des bugs pour le moment. Le but d'aujourd'hui, c'est juste de s'introduire aux événements et à certains contrôles. D'accord? Est-ce que ça répond à vos questions?
Est-ce que vous avez des questions? Donc, parfait. On va passer au prochain numéro. Donc, si on regarde le prochain numéro, ça dit ceci. Faire un programme qui contient 2 boutons et une zone de texte. Donc, jusqu'à date, on sait qu'on va avoir 3 contrôles dans notre programme. Lorsqu'on appuie sur le bouton numéro 1, le texte devient, la couleur est bleue, okay, donc le texte de la zone de texte, ça devient, la couleur est bleue et le texte est écrit en bleu. Et lorsqu'on appuie sur le bouton 2, le texte va changer pour la couleur est rouge et le texte va être écrit en rouge. Donc, dans le fond, on va avoir 2 boutons et ça va changer le texte et la couleur du texte quand on appuie sur les boutons. Donc là, je vais vous laisser un 10 minutes. Donc là, il était 26. Donc, à 36, je vais corriger. Dans le 10 minutes que je vous laisse, je veux que vous créiez l'interface. Vous ne saurez pas nécessairement comment changer la couleur puis comment changer le texte, mais je veux au moins que vous fassiez l'interface par vous-même. Donc, on place les contrôles et on renomme les contrôles avec le bon préfixe, okay, et un nom significatif. Donc, je vous laisse un petit 10 minutes, comme je disais. Donc, à 36, je vais corriger. Donc, à tout à l'heure. Donc, on crée l'événement clic sur le bouton rouge, comme ceci. On peut double-cliquer dessus, ça va plus vite. On retourne au design, donc ici en haut. On double-clique sur le bouton bleu pour avoir les 2 événements créés. OK? Donc, j'ai l'événement clic sur le bouton rouge et j'ai l'événement clic sur le bouton bleu ici. Donc, maintenant, OK. Benjamin, tu as une question? Oui, c'est quel type de boîte de texte qu'on met? Zone de texte. Zone de texte. Textbox. Textbox. Parfait, merci. OK. Donc, maintenant, on a nos 2 événements et on veut changer le texte dans notre zone de texte. Donc, comment on fait pour affecter des propriétés? Parce qu'on sait que la propriété, le texte d'une zone de texte, c'est dans la propriété texte de celle-ci. Mais là, je ne veux pas l'affecter, je ne veux pas le changer par la fenêtre des propriétés et je veux l'affecter par du code. Donc, comment on fait pour changer ça? Donc, c'est simple. Donc, on tape d'abord le nom du contrôle qu'on veut affecter. Donc, dans ce cas-ci, ça va être txt couleur. Donc, on tape le nom du contrôle avec une petite flèche. Donc, la petite flèche, on la fait avec le moins et le signe plus grand que. Et ensuite, on va aller dire le nom de la propriété qu'on veut changer. Donc, dans ce cas-ci, ça va être la propriété texte. OK? Ensuite, on fait égal et on ouvre les guillemets et on met le texte qu'on veut que ça devienne. Donc, on va dire la couleur est rouge. Et on met un point-virgule à la toute fin. Donc ça, on fait ça pour le bouton rouge. On peut faire la même chose pour le bouton bleu. Donc, on va copier-coller le code. On va dans l'événement du bouton bleu et on change rouge pour bleu. Voilà. Donc ça règle le problème pour le texte. Donc, dans le fond, si je récapitule, on tape le nom du contrôle qu'on veut changer. Donc, dans ce cas-ci, la zone de texte, elle s'appelait TXT couleur. On fait une petite flèche, on tape le nom de la propriété qu'on veut changer. On met égal et comme c'est du texte, entre guillemets, on met le texte qu'on veut que ça devienne. Point-virgule à la fin parce que c'est la fin de l'instruction. Donc là, si je démarre le programme, je clique sur rouge, le texte de la zone de texte devient la couleur rouge. Je clique sur bleu, le texte devient la couleur est bleue. Donc, rouge, bleu, rouge, bleu. Bon. Le texte change, mais pas la couleur du texte. Donc, on se rappelle qu'il fallait aussi changer la couleur du texte. Donc, pour ce faire, on retourne dans l'événement bouton rouge. On va ajouter une ligne. On va dire qu'est-ce qu'on veut changer. Donc, on veut changer le contrôle TXT couleur. On se rappelle que pour changer la couleur du texte, on l'a vu tout à l'heure, on a joué avec un peu tout à l'heure dans les autres exemples, c'est la propriété qui s'appelle forColor. On la met égale à rouge, en anglais comme ceci. Et là, ça fait une erreur, parce que ça serait trop simple que ça soit que ça, n'est-ce pas? Donc, ce n'est pas que ça, c'est proche, mais ce n'est pas ça. Donc, ce n'est pas red qu'il faut venir mettre ici, il faut écrire cette ligne de code-là. Donc, je vous l'écris et je l'explique par la suite.
Voilà. Donc, système, 2 points, 2 points. Drawing, 2 points, 2 points. Color, 2 points, 2 points. Red. Donc, c'est vraiment une ligne de code un petit peu plus complexe que ce qu'on a d'habitude. Mais grosso modo, qu'est-ce qu'elle fait, cette ligne de code-là? Elle va extraire la couleur rouge de notre système d'exploitation. Donc, système, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire parle à Windows. OK? Demande-lui drawing, donc tous les trucs qui ont rapport à l'affichage dans Windows, c'est dans une catégorie qui s'appelle drawing. Va chercher les couleurs et prend le rouge. OK? Donc, grosso modo, si je prends cette ligne de code-là, je la copie et je la colle dans l'autre événement, bien, au lieu d'avoir red, on va effacer la couleur red ainsi que les 2 points. Je vais retaper les deux points et là, je vais avoir une liste de toutes les couleurs qui sont possibles d'avoir. Donc, il y en a beaucoup. OK? Mais moi, celle que je veux, c'est blue. Point virgule. Voilà. Donc, maintenant que ça, c'est fait, si on recompile le code, je clique sur rouge, ça devient la couleur est rouge et le texte est bien en rouge. Quand je clique sur bleu, ça devient la couleur est bleue et le texte est bien en bleu. OK? Et là, il faut que je vous explique quelque chose. Quand le programme est comme ça, hein, il n'y a rien qui se passe, il est en mode attente. C'est ce qu'on appelle le mode attente. Donc, quand on fait de la programmation événementielle, notre programme va être régulièrement en attente. Qu'est-ce qu'il attend? Bien, il attend un événement. Donc, pour l'instant, comme il n'y a rien qui se passe, il n'y a pas d'événement, le programme est en mode attente. Dès que je clique sur le bouton rouge, il y a un événement qui est déclenché. L'événement déclenché, c'est laquelle? Bien, vu que j'ai cliqué sur le bouton rouge, ça va être l'événement clic du bouton rouge. Et quelles lignes de code vont s'effectuer? Ça va être la première ligne de code. Puis, quand la première ligne de code va être finie, la deuxième. Donc, quand je clique sur le bouton, ça a vraiment l'air instantané. Mais en réalité, ce n'est pas instantané. Il y a une ligne de code qui se fait à la fois. Donc, d'abord, l'ordinateur va changer le texte et ensuite, il va changer la couleur. Okay? Donc, c'est important à comprendre que les lignes de code, quand je suis rendu dans un événement, ça s'exécute comme avant, une ligne à la fois. Okay? Donc, oui, là, mon ordinateur est très puissant, donc ça se fait extrêmement rapidement, mais en réalité, ce n'est pas instantané. Donc, ça va être important de savoir cette petite nuance-là, éventuellement, plus tard, dans la session. Est-ce qu'il y a des questions sur ce numéro-là? Non? Donc, on va passer au prochain numéro. Donc, le prochain numéro, c'est le suivant. Donc, c'est le numéro 5 et j'ai une bonne nouvelle pour vous, on ne le fait pas. Donc, ça sera votre exercice à faire pour la semaine prochaine. Donc, je vais régulièrement, tous les cours, vous donner des petits exercices à faire. Je ne les regarderai pas, je ne les corrigerai pas, inquiétez-vous pas, en tout cas pas celle-là. C'est juste pour garder en mémoire un petit peu ça. Donc, à quelque part en fin de semaine, essayez de faire l'exercice numéro 5. Donc, l'exercice numéro 5, dans le fond, c'est de refaire, cette fois-ci en mode graphique, le numéro 6 du laboratoire 1. Donc, je vous rappelle, le numéro 6 du laboratoire 1, c'était celui où il fallait convertir la température de degrés Celsius en degrés Fahrenheit puis afficher un petit message. Donc, je vais vous laisser le faire en fin de semaine. Ceux qui sont curieux, la solution est déjà disponible sur le Google Drive. Donc, dans le laboratoire 5, il y a un répertoire qui s'appelle Solutions. La solution de tous les numéros est déjà là. Donc, vous pourrez aller la voir si vous voulez. L'exercice que nous, on va faire présentement, ça va être l'exercice numéro 6, donc le dernier du lab. Donc, c'est de faire ceci. Donc, faire un programme qui convertit les centimètres en pouces. Okay? Donc, on a l'interface suivante. Je veux que ça y ressemble beaucoup. Donc, vous avez une étiquette ici, hein? Donc un label dans lequel j'ai écrit « Données », une zone de texte ici, dans laquelle l'utilisateur va pouvoir venir taper des centimètres. Donc, et ici, j'ai un autre label qui marque centimètres. J'ai un label pour qui marque résultat. J'ai une zone de texte ici. J'ai un autre label ici. Et j'ai un grand bouton ici. Donc, au final, combien j'ai de contrôle? J'ai 1, 2, 3, 4 labels. 1, 2 zones de texte et un bouton. OK? Donc là, je vous laisse un petit 10 minutes pour essayer de reproduire cette interface-là. Donc, n'oubliez pas que quand on met un contrôle, on le nomme. Donc, je mets un contrôle, je le nomme. Je mets un contrôle, je le nomme, etc.
Et par la suite, vous allez devoir créer l'événement clic du bouton conversion. Pour ce qui est de qu'est-ce qu'on fait dans l'événement clic, attendez que je revienne. On va le faire ensemble parce qu'on n'a pas toutes les notions encore. Donc, je vous laisse 10 minutes. Donc, il était 46. Je vous laisse jusqu'à 56 pour débuter ça. Donc, à tout à l'heure. Donc, si on corrige, j'ai déjà créé l'interface, donc ça devrait ressembler à quelque chose qui ressemble à ceci, dans votre cas aussi. Donc, si on regarde les contrôles les plus intéressants, c'est la zone de texte que j'ai appelée TXT centimètres, la première. La deuxième zone de texte, je l'ai appelée TXT pouces, et le bouton, je l'ai appelé BTN convert pour conversion. OK? Donc, maintenant, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Il me reste à faire l'événement clic. Donc, l'événement clic, pardon, j'avais déjà même fait le code. Donc, l'événement clic, elle est créée. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on écrit dans l'événement clic? Donc, en temps normal, si on était comme avant l'examen, qu'est-ce qu'on aurait fait? On aurait fait un printf, veuillez entrer un nombre de centimètres. On aurait fait un scanf pour lire le nombre de centimètres. Ensuite, on aurait fait le calcul, puis on aurait fait un printf pour afficher le résultat. Donc, les printf, maintenant, sont un peu remplacés par l'interface. Donc, c'est assez clair maintenant qu'il faut venir taper une donnée ici. Donc, est-ce qu'on est obligé de demander à l'utilisateur de taper une donnée en centimètres? Je ne croirais pas. Donc, le premier printf est un peu éliminé. Il va rester le printf. Donc, normalement, on se créerait des variables. On va se créer une variable f centimètres. On va se créer une variable f pouces. Donc, deux variables de type float pour pouvoir contenir les chiffres à l'intérieur. Ensuite, on ferait un scanf. Donc, comment faire un scanf? Les scanf n'existent plus. C'est une autre méthode maintenant. Je vais l'écrire et je vous l'explique par la suite. Donc, vous pouvez le taper en même temps que moi. Je vais expliquer ça par la suite. Excusez. Oui. On a encore le sondage genre, en plein milieu. Pour de vrai? Ouais. Oh. Ah, c'est nous qui peuvent le fermer, désolé. Je suis ferme. Ouais, OK. C'est bon. Donc voilà, il fallait juste le fermer. Donc voilà, F. Donc voilà. Donc j'ai écrit le try parse. Attendez 2 petites secondes, je reviens. Ça ne sera pas bien long. Je retourne, désolé pour le petit contretemps. Donc, voilà. Donc, qu'est-ce que c'est que cette ligne de code-là? Donc, c'est le try parse. C'est ce qui remplace le scanf. Okay? Donc, la syntaxe semble compliquée, mais quand vous allez avoir écrit 2-3 try parse dans votre vie, vous allez voir que c'est toujours la même chose. Donc, ça se ressemble toujours. Un try parse est toujours accompagné d'un if et d'un else. Donc, le try parse, qu'est-ce que ça fait? C'est l'opération de parser du texte. Donc, en anglais, le parse, c'est on parcourt le texte et on essaie de trouver ce qui nous plaît. Donc, dans ce cas-ci, j'ai mis f centimètres ici. Donc, je vais essayer de trouver un float. Parce que f centimètres, c'est une variable de type float. Donc, je vais parser du texte pour essayer de trouver un float. Donc, try parse, donc essaie de parser. Quel texte, dans quel texte je vais chercher? Dans ce cas-ci, je vais chercher dans le texte de ma zone de texte txt centimètres. Et si jamais je trouve un float, mets-le dans la variable f centimètres. OK? Donc, si jamais le try parse réussit, je vais venir faire le code à l'intérieur du try parse, à l'intérieur du if, pardon. Et si jamais le try parse échoue, je vais aller faire le code à l'intérieur du else. Donc, le else, c'est s'il y a un échec.
Ça veut donc dire que l'utilisateur n'a pas tapé de float. Il a tapé autre chose. Il a tapé des lettres. Il a tapé quelque chose qui n'a pas rapport. OK? Ben, le try parse va échouer. Donc, dans le else, c'est là qu'on va aller taper un message d'erreur. Et quoi de mieux pour afficher un message d'erreur qu'une fameuse message box comme on a fait tout à l'heure? Donc, on peut dire erreur. En passant dans les message box, les \n fonctionnent. Hein? Donc, veuillez entrer un chiffre. Voilà. Donc, ça, c'est si le try parse échoue. Donc, déjà là, je peux commencer à tester. Donc, je démarre. J'ai mon programme qui démarre. Si je clique sur conversion, veut pas, en parsant, en parcourant le texte de ma zone de texte TXT centimètres, il ne trouvera pas de float parce qu'il n'y a rien. Okay? Donc, je vais immédiatement aller faire le else, c'est-à-dire un échec. Voilà, j'ai un message box qui apparaît, erreur, veuillez entrer un chiffre. OK, je vais rentrer 1 cette fois-ci, ou 14, peu importe. Je clique sur conversion et il n'y a rien qui se passe. C'est normal puisque dans le if, je n'ai rien fait encore. OK? Si je tape 1.5, je clique sur conversion et ça fait une erreur. Pourtant, 1.5, tout le monde est d'accord que c'est un float, hein, c'est un nombre réel. Pourquoi ça crée une erreur? Eh bien, la raison est simple. Mon Windows est en français et en français, le séparateur de décimale, ce n'est pas le point, mais c'est la virgule. Donc, si je tape 1,5 et que je clique convertir, ça ne fait rien, donc ça ne fait pas d'erreur. Donc, faites attention. Si chez vous, votre Windows est en anglais, le point 1.5 va fonctionner, mais si vous avez un Windows français comme moi, il faut taper 1,5. Est-ce que ça va pour tout le monde jusqu'à maintenant? Parfait. Donc, en supposant que le try parse réussisse, c'est-à-dire que je vais aller faire le code à l'intérieur du if, ça veut donc dire que dans ma variable centimètre, je vais avoir du texte hein, qui représentait un float converti en nombre. Donc, dans f centimètres, je vais avoir un chiffre avec lequel je peux faire du calcul. Donc, si je veux convertir des pouces, je vais faire les pouces sont égales à mes centimètres divisé par 2,54. OK? Donc, ça va me donner des centimètres. Donc, c'est la formule de conversion. Donc, je prends mes centimètres et je les divise par 2,54. Ça me donne des pouces. Parfait. Donc, maintenant que j'ai réussi à faire mon calcul, ce qui me reste à faire, c'est d'afficher mon résultat. Donc, je veux afficher mon résultat dans la deuxième zone de texte, c'est-à-dire celle-ci. Elle s'appelle TXT pouces. Donc, je veux changer le texte de ma zone de texte qui s'appelle TXT pouce. Donc, je vais dire le nom de ma zone de texte, donc TXT pouce. TXT pouce. Flèche, je veux aller changer le texte et je veux le mettre égal à mes pouces. Point virgule. Et là, on serait heureux si c'était aussi simple. Okay? Le problème, c'est qu'il y a une erreur ici. Il y a un problème. Donc, le problème vient du fait que mes pouces, hein, le try parse, qu'est-ce qu'il faisait? Il prenait du texte, il le convertissait en nombre okay, pour pouvoir faire des calculs, mais ma zone de texte veut du texte. Et mes pouces, ce n'est pas du texte, c'est un nombre. Donc, il faut que je fasse l'opération inverse. Il faut que je le convertisse, mon nombre, en texte. Et pour faire ceci, il faut faire .toString, comme ceci. Okay? Donc, le try parse prend du texte, le convertit en nombre pour pouvoir faire des calculs. Je fais mon calcul, puis j'affiche mon résultat en faisant l'inverse du try parse, c'est-à-dire le toString, qui prend mon nombre et qui le convertit à la place en texte pour pouvoir l'afficher dans ma zone de texte. Donc, avec ça d'effectuer, si je démarre mon programme et que je tape 2,54 cm et que j'appuie sur conversion, ça me donne un pouce. Donc voilà, nous avons terminé le numéro 6. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, donc Nathan? Moi, je comprends juste pas dans le if, qu'est-ce qu'il dit dans le fond au try parse, qu'il veut juste des chiffres, des nombres.
Ouais, bon, ben OK. Est-ce que c'est à cause que c'est un Qu'est-ce float? qui indique au try parse qu'est-ce qu'il doit chercher, dans le fond? C'est ça ta question? Ouais, c'est ça. OK. Donc, le try parse, il sait qu'est-ce qu'il doit chercher grâce à ce qu'il y a en avant de lui. Ok, Donc, c'est le ça. try parse est ici. Il sait ce qu'il doit chercher parce que j'ai mis F centimètres ici. Puis F centimètres, c'est un variable de type float. Donc, ça lui indique cherche des floats. Fait que si OK? ça aurait été un char, ça aurait été. il aurait Si j'avais mis, par exemple, ici, là, j'avais créé int IA, par exemple. Hein, j'ai une variable de type int. Puis à la place de FCM, ici, j'avais mis IA. Ben, au lieu de chercher des floats, il aurait cherché un entier. C'est bon. C'est bon? Yes, merci. Donc, on va remettre ça comme c'était, par contre. Voilà. Donc, le try parse, c'est sûr que c'est une syntaxe un peu spéciale, mais ça s'écrit toujours de la même manière. Donc, après en avoir fait 2-3, ça va rentrer dans votre tête et vous allez normalement réussir à bien vous débrouiller. Donc, c'est sûr que le laboratoire d'aujourd'hui n'était pas extrêmement long. Le but était plus de vous initier à l'interface, hein, comment mettre des contrôles, comment changer quelques propriétés, comment renommer, faire un petit peu de code. On n'a pas fait énormément de code, on a fait quand même un petit peu, mais à partir de la semaine prochaine, ben là, on va rentrer plus dans le vif du sujet maintenant que tout le monde va être habitué. Par contre, avant la semaine prochaine, ça serait important de vraiment pratiquer. Donc, je vous recommande fortement de refaire le Lab 5, OK, à tête reposée chez vous. Attendez en fin de semaine, une journée ou deux. Essayez de le refaire de votre côté pour voir si vous maîtrisez vraiment bien ce qu'on a vu aujourd'hui. Parce que c'est un peu la base. Donc, si vous maîtrisez ça, par la suite, ça devrait bien aller. OK? Donc, là, je vois que Xulin n'a pas compris la ligne TXT pouce. Donc, la ligne ici. Donc, qu'est-ce qu'elle fait, elle? Grosso modo, il faut la lire étape par étape. Ça dit le contrôle qui s'appelle TXT pouce, sa propriété texte, change-la pour F pouce. OK? Mais F pouce, comme c'est un float, OK, il faut convertir un float, ce n'est pas du texte, donc il faut convertir le float en texte et ça se fait grâce à toString, ici. Est-ce que ça t'éclaire plus? D'accord. Donc voilà. Donc, comme je le disais, je vous recommande fortement de vraiment réessayer en fin de semaine de faire le Lab 5 pour être prête pour la semaine prochaine quand on va commencer réellement le projet. Donc, le projet, ça va être un projet de tic-tac-toe, hein, on en a parlé cette semaine. Donc, on va le commencer au Lab la semaine prochaine. Donc, ça va être important de maîtriser ce qu'on a fait au moins aujourd'hui pour ne pas être perdu. Quand je vous dis d'aller changer telle propriété, ben, vous savez au moins où aller. Donc, sur ce, s'il n'y a pas d'autres questions, ça va être tout pour moi aujourd'hui. L'examen, OK, je vais vous la faire parvenir probablement vers la fin de semaine. Dans l'examen, ça va être très clair, hein, ça va être un fichier PDF, ça va être très clair jusqu'à quand vous avez pour la faire. Donc, ça va être quelques jours. Donc, quand vous la recevez, là, attendez pas une semaine avant de la commencer, là, parce que vous allez avoir seulement quelques jours pour la faire. Lorsque c'est fait, vous m'envoyez par WeTransfer l'examen. Donc, n'oubliez pas, hein, surtout d'écrire votre nom, hein, sinon je ne saurais pas de qui ça vient. Donc, vous m'envoyez tout ça par WeTransfer. OK? Donc, vérifiez vos courriels. Normalement, d'ici la fin de semaine, vous allez avoir l'examen sous forme de PDF dans votre courriel. Pour ce qui est du devoir, je vous rappelle qu'il est à remettre aujourd'hui. Donc, vous devez me l'envoyer par WeTransfer avant 18 heures. Donc, vous m'envoyez tout ça. Et mon courriel, je vais l'écrire dans la zone de chat. Donc, mon courriel, je vous l'écris, ça ne sera pas bien long.